Alors oui, la neurophénoménologie, c'est une discipline qui a été inventée et nommée d'ailleurs par Francisco Varela au milieu des années 1990. Et il y a un article en particulier en 1996 qui a été écrit par Francisco Varela en réponse à David Chalmers, l'auteur du fameux Problème difficile de l'origine de la conscience. Alors, il y a deux choses à dire sur la neurophénoménologie. La première, c'est que c'est une discipline scientifique. C'est une discipline qui consiste à coordonner les indications en provenance de deux sources. La source objective et la source subjective. La source qui provient des instruments d'exploration fonctionnelle et anatomique du cerveau, et la source qui provient des rapports en première personne que font les sujets de leur propre expérience pendant qu'on explore leur cerveau. Et ça, c'est absolument capital. Pourquoi? Parce que, comme vous pouvez vous en douter, les connaissances que nous avons en neurobiologie ne nous indiqueraient absolument rien sur notre esprit si on ne les avait pas coordonnées avec des indications fortes ou faibles concernant ce que vivent les sujets dont on explore les cerveaux. Si je vous dis par exemple, ceci est le centre du langage, je n'ai pu le savoir que parce que je me suis rendu compte que lorsque ce centre était absent, la personne chez qui le centre en question était absent n'avait pas sa fonction linguistique normale. Donc j'ai dû lui demander quelque chose, j'ai dû la solliciter pour me dire quelle était sa capacité ou quelle était son expérience de l'absence ou de la présence, par exemple, de compréhension des mots. Donc il me faut toujours, pour donner un sens à mes découvertes neurobiologiques, il me faut toujours avoir recours soit au comportement des personnes, soit à leur capacité de rapporter leur propre expérience. En général, justement, on se contentait de peu de choses concernant l'expérience des gens, c'est-à-dire simplement leur comportement ou simplement leur capacité à appuyer sur un bouton pour dire oui ou non. Mais Francisco Varela a montré qu'on pouvait beaucoup mieux tirer parti de l'expérience des sujets dont on étudie la fonction neurophysiologique en essayant d'extraire beaucoup de détails de leur expérience et en leur demandant de raconter beaucoup mieux leur expérience, par exemple par des techniques d'interview qui les mettent dans un état de proximité avec leur propre expérience vécue qui est analogue à celui de l'époque phénoménologique et qui en même temps leur permet de raconter de la façon la plus détaillée possible un moment d'expérience vécue. À partir de là, on a pu montrer que la fonction des divers processus neurobiologiques qui étaient détectés par exemple par des dispositifs d'IRM fonctionnel, de résonance magnétique fonctionnelle, étaient beaucoup mieux résolus dans l'espace et dans le temps par la corrélation avec ces rapports d'expérience vécue que par des accès à l'expérience beaucoup plus ténus, beaucoup plus simples, comme les pressions sur un bouton du type oui ou non. Et donc, on a pu améliorer considérablement l'attribution d'un sens aux fonctions neurobiologiques grâce à cet accès à l'expérience. Et officiellement ce dialogue-là. Absolument. Alors, absolument. La neurophénoménologie rétablit intégralement le dialogue entre les deux sources de la connaissance, la source en première personne, la source de contact direct avec sa propre expérience, et la source en troisième personne, c'est-à-dire la source objectivante, la source distanciée, la source qui regarde un objet extérieur. Donc les deux sources collaborent de cette manière-là. Mais ce qui est très intéressant, c'est que les faire collaborer, ça n'implique pas une thèse particulière sur qu'est-ce qui a priorité sur l'autre, sur laquelle des deux sources a une priorité sur l'autre. Par exemple, on pourrait dire que cette excellente corrélation qu'on établit entre les processus neurobiologiques et les processus de l'expérience vécue tels qu'ils sont décrits par des sujets est la preuve que
l'expérience des sujets est sous-tendue par un processus neurobiologique. On pourrait le dire, mais ça serait faux, parce qu'on n'a absolument pas, par cette corrélation excellente, prouvé que l'un des deux corrélata était le plus fondamental par rapport à l'autre. On pourrait tout aussi bien considérer que la corrélation est expliquée par le fait que les activités psychiques, aussi bien que les activités objectivées, sont sous-tendues par un seul processus commun à la manière de la substance spinoziste. Et que du coup, il y a deux phénomènes complètement corrélés l'un avec l'autre qui n'impliquent pas que l'un est plus fondamental que l'autre. Et c'est un peu la conclusion qu'en a tirée Francisco Varela. Francisco Varela lui-même a considéré que la neurophénoménologie n'était pas du tout une manière de prouver que, au fond, le cerveau était plus fondamental que l'esprit, que le cerveau était la cause des productions psychiques, mais que, tout simplement, ce qui se passait, c'est que, en adoptant cette attitude neurophénoménologique, on approfondissait la question en allant en fait au plus près de l'expérience et qu'on établissait une corrélation entre ce qu'il appelait deux ordres de phénomènes. Le phénomène vécu dans son ensemble et les phénomènes particuliers de la neurophysiologie. Et donc, on reconduit tout au domaine des phénomènes, et pour lui, cela voulait dire que la vraie origine, comme je vous le disais tout à l'heure, la vraie origine de toutes les questions, c'est cette conscience dans laquelle se déroulent à la fois des phénomènes objectivés comme les phénomènes neurophysiologiques et le phénomène global de l'apparaître que l'on appelle aussi la conscience. Donc finalement, si vous voulez, de la neurophénoménologie, on peut certes tirer des conclusions réductionnistes, matérialistes, mais on peut aussi bien, et c'est celle que tirait Francisco Varela, tirer des conclusions opposées.